La campagne dirigée contre eux fut efficace, si bien que leurs avertissements, tout comme ceux de Burke, furent oubliés des foules. Cependant, la bande secrète qui doit éprouver envers la vérité la même horreur que le diable éprouve envers la croix continua à les craindre, si bien que la diffamation continua longtemps bien après leur mort. Déjà en 1918, l'université Columbia de New York alloua des fonds pour un travail de recherche coûteux conçu pour démontrer que les Illuminati étaient vraiment morts lorsqu'ils furent proscrits en 1786 et qu'ils ne pouvaient en aucun cas avoir provoqué la survécu à la Révolution française. Dans cette publication, tous les qualificatifs en stock furent ressortis et utilisés à nouveau, comme si les trois morts étaient des chasseurs de sorcières encore en vie. En 1918, la révolution russe n'avait qu'un an, et le moment fut apparemment considéré favorable pour une nouvelle tentative de démontrer que la révolution française n'avait été qu'une affaire indépendante, ce qui est totalement faux, n'ayant laissé aucune racine qui aurait pu surgir en Russie en 1917. Si M. Barwell, Robinson et Morse, ou qu'ils se trouvassent à l'époque, purent observer ces événements et remarquèrent sans nul doute qu'en 1918 et au cours des années suivantes, le communiste avait trouvé dans l'université Columbia de New York un très bon terrain de chasse. Parmi les malheureux jeunes hommes qui se firent piéger pour la cause se trouvait M. Whittaker Chambers, dont le repenti et l'avertissement de 1939, s'il avait été pris en compte par le président Franklin Roosevelt, aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale et de ce siècle pour le meilleur. Les deux premiers présidents de la République américaine, bien qu'ils n'aient pas agi efficacement contre la société secrète, car ils en faisaient aussi partie, en étaient profondément alarmés et savait très bien que ce Barwell, Robinson et Morse avaient dit était vrai. L'un des derniers actes de George Washington fut, dans une lettre à M. Morse, d'exprimer l'espoir que son travail aurait une diffusion plus générale, car il contient une information importante, peu connue en dehors d'un petit cercle, mais sa dissémination serait utile si elle était répandue dans la communauté. On peut supposer que le général Washington n'aurait pas dit à Whittaker Chambers d'aller se faire voir ailleurs. Peu de temps auparavant, Washington avait informé aux autres correspondants qu'il était tout à fait satisfait que les doctrines des Illuminati et les principes du jacobinisme talmudique se soient propagés aux États-Unis. Pour tout dire, cela ne faisait aucun doute, car des sociétés secrètes étaient apparues aux États-Unis en 1793, c'est-à-dire dans les 10 années qui avaient suivi la naissance de la République, sous l'apparence de clubs démocratiques. Leur véritable nature fut clairement révélée par l'attitude du ministre français, Genet, à leur égard. Il afficha ouvertement une sympathie similaire à celle que les ambassadeurs soviétiques de notre génération affichent envers les organisations communistes, peut-être plus exactement envers celles qui servent de couverture au communisme. Le rapport entre les ambassades soviétiques et le parti révolutionnaire au sein du pays d'accréditation fut constaté par la masse des preuves documentaires recueillies au cours des enquêtes canadiennes et australiennes, respectivement en 1945-46 et en 1954-55. George Washington, alors président en 1794, accusa ces sociétés auto-créées d'avoir provoqué l'émeute insurrectionnelle de Pennsylvanie, connue sous le nom de Whiskey Rebellion. L'autorité de Washington était trop grande pour que l'on puisse l'accuser de mener une chasse aux sorcières et les clubs s'enfoncèrent rapidement dans la clandestinité. Mais à partir de ce moment, la présence sur le sol américaine d'une organisation œuvrant à la Révolution mondiale fut connue de tous ceux qui voulaient savoir et était capable de résister au lavage de cerveau de la presse. Le rôle qui, il est vrai, fut joué par le Grand Orient de la franc-maçonnerie sous l'infiltration illuministe dans la Révolution française fit que la franc-maçonnerie américaine se vit aussi suspectée, mais un débat franc sur cette question fut entravé par le fait que le Grand Washington était le chef de la fraternité maçonnique. Les défenseurs de la franc-maçonnerie mirent fortement l'accent sur ce fait, manifestement selon le principe de l'innocence par association.
Et à l'occasion des obsèques de Washington en 1799, ils firent un grand étalage de leur fraternité avec le héros décédé, par respect pour lui plutôt que par une curiosité satisfaite. Le débat public déclina alors, mais au moins deux éminents maçons, Amos Stondar et le révérend Seth Payson, tout comme le duc de Brunswick en Europe, déclarèrent publiquement que les Illuminati avaient pénétré la franc-maçonnerie et travaillé sous son nom. Le successeur de Washington, le président John Adams, adressa en 1798 un avertissement sévère à la franc-maçonnerie. Ouvrez les guillemets. La société des maçons a découvert une science du gouvernement ou un art de diriger la société qui lui est particulière et inconnue de tous les autres législateurs et philosophes du monde. Je veux dire non seulement l'habilité de se reconnaître mutuellement par des marques ou des signes que personne ne peut deviner, mais aussi le formidable pouvoir de permettre et de contraindre tous les hommes, et je suppose toutes les femmes, à tout instant, à garder un secret. Si cet art peut être appliqué pour mettre de côté les maximes ordinaires de la société et qu'il peut introduire la politique et la désobéissance au gouvernement et toujours garder le secret, il doit être évident qu'une telle science et de telles sociétés peuvent être perverties à tous les desseins néfastes qui ont été suspectés. Après cette réprimande publique, il est probable que seule la mort de Washington, qui eut lieu l'année suivante, aurait pu apaiser le désir public d'une enquête approfondie. Comme bien souvent dans ces affaires, les opposants à l'enquête profitèrent d'un événement sans aucun rapport qui détourna ou désarma l'attention publique. Néanmoins, le soupçon public dura pendant 3 décennies et mena à la formation d'un parti antimaçonnique en 1827 qui, lors de sa convention d'État de Massachusetts, en 1829, déclara, ouvrez les guillemets, il y a la preuve d'une connexion étroite entre les ordres supérieurs de la franc-maçonnerie et les illuminismes français. Ce fut quasiment la dernière ruade du parti en faveur de l'investigation, car la convention d'État suivante, qui eut lieu dans le Vermont en 1830, enregistra la suite de notre siècle et aujourd'hui devenu familier. L'esprit d'investigation fut rapidement et inexplicablement réprimé. La presse était muette, comme si les voix de la sentinelle étranglée et de toute la population gardaient dans l'ignorance le fait qu'une alarme au sujet de la maçonnerie avait jamais été sonnée. En d'autres termes, l'écrit de l'appel à l'enquête avait été ouvert. Tout comme aujourd'hui par les cris opposent hurlant « chasse aux sorcières », de ce moment, aujourd'hui, les Américains n'ont jamais réussi à pousser aucun gouvernement à mener une enquête en profondeur et l'infiltration du gouvernement et les départements publics a continué, avec des résultats dévoilés seulement en partie par des révélations de 1948 et d'après. La situation en Angleterre s'est révélée similaire. Dans les derniers paragraphes, ce récit a fait un bond de quelques années pour suivre le cours de l'embarras public américain concernant la franc-maçonnerie jusqu'à sa fin en 1830. Le parti anti-maçonnique est en réalité mort en 1840. Le récit retourne maintenant aux répercussions immédiates de la Révolution française et ses conséquences sur le monde. Le président Adams, comme le montre son livre Work, était tout à fait informé et persuadé de l'existence d'une conspiration universelle et permanente contre tout gouvernement légitime et toute religion. Il fit l'erreur naturelle à son époque de penser que le plan était un plan français, de même que les gens aujourd'hui, sans aucune excuse, parlent de communisme russe, bien que la nature internationale de la Révolution se soit révélée depuis longtemps comme évidente et incontestablement. Par sa loi de sédition en 1798, le président Adams essaya de sauvegarder l'avenir de la République, mais le temps a montré depuis que les lois contre les sociétés secrètes et les conspirations, même si elles devaient être promulguées pour établir l'égalité de l'entreprise, sont inefficaces pour les contrôler, d'autant que l'organisation secrète a des siècles d'expérience pour se soustraire à de telles lois. La seule mesure efficace contre la conspiration secrète est l'enquête, la révélation publique, le remède, et cela n'a jamais été totalement employé. L'homme public américain qui perçut le plus nettement la forme globale que prendrait l'avenir fut le confident de Washington, Alexander Hamilton. Il laissa parmi ses papiers un mémoire non daté, probablement de 1797 à 1800, qui disait, ouvrez les guillemets, l'ère actuelle est parmi les plus extraordinaires qui se soient produits dans l'histoire des affaires humaines.
Certaines opinions depuis longtemps maintenant gagnent peu à peu du terrain. Ce sont celles qui menacent les bases de la religion, de la moralité et de la société. Une attaque a d'abord été lancée contre la révélation chrétienne, pour laquelle la religion naturelle fut proposée comme remplacement. L'existence même d'une diété a été mise en doute et niée parfois. Le devoir de la piété a été ridiculisé, la nature périssable de l'homme affirmée et ses espoirs limités à la courte durée de son état terrestre. La mort a été proclamée comme un sommeil éternel, le dogme de l'immortalité de l'âme comme une duperie inventée pour tourmenter les vivants pour le bien des morts. Une covenance a été cimentée à tous les niveaux entre les apôtres et disciples de l'irreligion et l'anarchie. La religion et le gouvernement ont tous deux été stigmatisés comme des abus. On a vu en France le développement pratique de ce système pernicieux. Il a servi de moteur pour corrompre toutes les institutions françaises historiques, civiles et religieuses, avec tous les freins mis en place pour atténuer la rigueur de l'autorité. Il a précipité la France tête la première dans une série de révolutions terribles qui ont dévasté la propriété, fait des ravages dans les arts, ruiné les villes, désolé les provinces, dépeuplé les régions, rougi son sol de sang et l'ont noyé dans le crime, la pauvreté et la misère. Ce système terrible a semblé pendant quelque temps menacer de subversion la société civilisée et d'introduire le désordre général parmi l'humanité. Quoique les maux épouvantables qui furent ses seuls et uniques fruits mirent un frein à son progrès, il est à craindre que le poison ne se soit répandu trop largement et n'ait pénétré trop profondément pour être éradiqué à ce jour. Son activité a été suspendue, mais les éléments demeurent, concoctant de nouvelles éruptions quand l'occasion le permettra. Il est important de comprendre que l'humanité est loin de la fin des malheurs que ce système est supposé produire et qu'il présage toujours une longue suite de convulsions, de révolutions, de carnage, de dévastation et de malheurs. Les symptômes de la trop grande prédominance de ce système aux États-Unis sont visibles de manière alarmante. C'est par son influence que des efforts ont été faits pour embarquer ce pays dans une cause commune avec la France au début de la présente guerre, pour inciter notre gouvernement à approuver et à promouvoir ces principes et opinions détestables avec le sang et le trésor de nos citoyens. C'est par son influence que chaque révolution qui réussit a été approuvée ou exécutée, que toutes les horreurs commises ont été justifiées ou atténuées, que même la dernière usurpation qui contredit tous les prétendus principes de la Révolution a été considérée avec complaisance et que la constitution despotique qu'elle a engendrée a été ingénieusement citée comme un modèle digne d'être imité. Dans le développement de ce système, l'impiété et l'infidélité ont progressé à pas de géant. On voit parmi nous des crimes prodigieux jusqu'ici inconnus. Pour nous, contemporains des années 1950, les résultats prédits ici nous sont si familiers que nous avons du mal à réaliser la compétence qu'il fallut dans les années 1790 pour les prévoir si nettement. De Luchet avant la terreur, ouvrez les guillemets, une série de désastres dont le but se perd dans l'obscurité des temps. Un feu souterrain couvrant éternellement et éclatant périodiquement en explosions violentes et dévastatrices. À Alexander Hamilton, après la terreur, ouvrez les guillemets, les éléments demeurent concoctant de nouvelles éruptions quand l'occasion le permettra. L'humanité est loin de la fin des malheurs que ce système est supposé produire. Une longue suite de convulsions, de révolutions, de carnage, de dévastation et de malheurs. La forme que prendrait notre siècle fut prédite de la manière la plus exacte et la plus claire. Résultat final de toute cette préscience en termes de précaution fut nul. Inutilement, mais massivement, tout arriva tel que ces hommes et les Burke et les Barruel et les Robinson et les Morse l'avaient prédit. Comme un somnambule, l'Occident posa le pied sur toutes les mines qui avaient été placées. Les prophètes anti-révolutionnaires furent minimisés. Les orateurs et les auteurs révolutionnaires s'emparèrent du débat et furent applaudis. Les guerres de Napoléon aidèrent à détourner l'attention du public du complot et de l'organisation qui avait été découvert. 10 ans après la Révolution française, les documents des Illuminati et la Révolution française étaient en passe d'être oubliés. Les foules commencent
commençaient à croire que la société secrète était vraiment morte ou qu'elle n'avait jamais eu de rôle dans la Révolution, ou bien cela leur était égal. 20 ans après la Révolution française, les Illuminati s'affairaient plus que jamais. Rien n'avait changé, sauf que les disciples de la secte en Angleterre et en Amérique avaient réussi par leur pouvoir sur les informations publiées à tromper l'opinion publique et à diffamer tous ceux qui avaient lancé un avertissement. Cette connaissance tardive concernant les Illuminati est récente. Madame Nesta Webster l'a découvert grâce à ses recherches. Elle provient des coffres de la police de Napoléon qui ont maintenant livré leur contenu aux chercheurs et à l'historien. Il montre que 2 décennies après la Révolution et à la veille de la propre chute de Napoléon, les Illuminati étaient bien vivants et poursuivaient leur but inchangé. François-Charles de Berchem était commissaire spécial de police à Mayence sous l'Empire et franc-maçon. Il signala en 1810 que les Illuminati avaient des initiés partout en Europe et travaillaient dur pour introduire leurs principes au sein des loges de la franc-maçonnerie. L'illuminisme est en train de devenir un grand et formidable pouvoir. Les rois et les peuples en souffriront beaucoup, à moins que la prévoyance et la prudence ne brisent son mécanisme effrayant. Un rapport ultérieur de 1814 confirme entièrement l'affirmation principale de M. Barwell, Robinson et Morse en 1797-1799 à propos de la continuation de la société secrète. Ouvrez les guillemets, l'association la plus ancienne et la plus dangereuse, qui est généralement connue sur la dénomination des Illuminés et dont la fondation remonte au milieu du siècle dernier. La doctrine de l'illuminisme est subversive pour toute forme de monarchie, la liberté sans limite, le nivellement absolu par le bas. Tel est le dogme fondamental de la secte, briser les liens qui lient le souverain aux citoyens d'un État, voilà l'objet de tous ces efforts. 20 ans après l'acte public de pénitence du duc de Brunswick, Berchem notait que parmi les principaux chefs se trouvent de nombreux hommes se distinguant par leur fortune, leur naissance et les dignités dont ils sont investis. Il croyait que certains d'entre eux n'étaient pas dupes de ces rêves démagogiques, mais espèrent trouver dans les émotions populaires qui suscitent les moyens de se saisir des rênes du pouvoir, ou en tout cas d'augmenter leur richesse et leur crédit. Mais la foule des adeptes y croit religieusement. L'image évoquée dans ces mots qui rappellent ceux de Deluchet 25 ans auparavant est ou devait être familière aujourd'hui, car notre génération a montré à nouveau que l'avidité pour le pouvoir mène toujours les gens riches ou bien connus à s'associer avec des mouvements apparemment hostiles à leur richesse ou renommée, dans la croyance que par eux, ils pourront peut-être devenir encore plus riches ou plus célèbres. Berchem donne ensuite une description de l'organisation et des méthodes des Illuminati qui reproduit l'image évoquée par la correspondance de Weishaupt en 1786. Il pourrait être également une photographie du communisme à l'œuvre au siècle précédent. L'extrait suivant montre un groupe de personnages reconnaissables au XXe siècle et au XXIe siècle, et quiconque étudiant attentivement notre époque pourrait attribuer un nom à chacun d'eux. Cependant, il fut écrit en 1813, ouvrez les guillemets, comme la force principale des Illuminés se trouve dans le pouvoir des opinions, ils ont eux-mêmes entrepris dès le début de faire du prosélytisme auprès des hommes qui de leur profession exercent une influence directe sur les esprits tels que les littérateurs, les érudits et par-dessus tout les professeurs. Ces derniers dans leur chair et les premiers dans leur écrit propagent les principes de la secte en masquant le poison qu'ils font circuler sous 1000 formes différentes. Ces germes, souvent imperceptibles aux yeux du commun des mortels, sont ensuite développés par des adeptes des sociétés qui fréquentent et la formulation la plus obscure et ainsi portée à la compréhension des moins avertis. C'est par-dessus tout dans les universités que les illuminismes a toujours trouvé et trouvera toujours de nombreuses recrues. Les professeurs qui appartiennent à l'association entreprennent dès le début d'étudier le caractère de leurs élèves. Si un étudiant témoigne d'un esprit vigoureux, d'une imagination ardente, les sectaires se saisissent immédiatement de lui. Ils prononcent à ses oreilles des mots despotisme, tyrannie, droit du peuple, etc., etc.
avant même qu'il puisse attacher une quelconque signification à ces mots, à mesure qu'il avance son âge, en lisant des ouvrages choisis pour lui et par des conversations habilement arrangées, il développe le germe déposé dans son jeune cerveau. Bientôt son imagination fermente afin, une fois qu'il a été complètement captivé, quand plusieurs années de tests garantissent à la société secrète inviolable et la dévotion absolue, on lui apprend que des millions d'individus dissimulés dans tous les États d'Europe partagent ses sentiments et ses espoirs, qu'un lien secret lie fermement tous les membres dispersés de cette famille immense et que les réformes qu'il désire si ardemment devront arriver tôt ou tard. Cette propagande est facilitée par les associations d'étudiants existants qui se rencontrent pour étudier la littérature, pour faire de l'escrime, pour le jeu ou même la simple débauche. Les illuminés s'insinuent dans tous ces cercles et les transforment en foyers pour la propagation de leurs principes. Tel est alors le mode continuel de progression de l'association depuis ses origines jusqu'à l'instant présent. C'est en introduisant dès l'enfance le germe du poison dans les classes les plus élevées de la société, en nourrissant les esprits des étudiants d'idées diamétralement opposées à cet ordre des choses sous lequel ils doivent vivre, en brisant les liens qui les lient au souverain, que l'illuminisme a recruté le plus grand nombre d'adeptes. Ainsi l'illuminisme survécut-il et prospéra-t-il dans l'obscurité après que ses adeptes, dans les bureaux de rédaction des chaires d'université et les classes eurent fait taire la clameur publique réclamant son éradication. Depuis lors, la chose perdure depuis environ 5 générations. Une proportion d'hommes renommés et une proportion de jeunes hommes dans les universités ont été à chaque génération attirés dans ce filet. La seule contre-mesure qui ferait réfléchir les aînés et ouvrirait les yeux aux jeunes imprudents serait une information publique complète sur le monde de la Révolution et ses méthodes, et cela a été refusé de génération en génération, si bien que la secte secrète a maintenu son pouvoir et son emprise. Il ne peut y avoir qu'une seule explication à ce refus des gouvernements, de génération en génération, d'examiner et de démasquer. À savoir qu'à notre époque, comme à celle de Weishaupt, la secte a ses adeptes dans les gouvernements eux-mêmes. Notre siècle en a donné suffisamment de preuves. Quid de Weishaupt lui-même, 25 ans et plus après son exposition et l'interdiction de son ordre, en 1808, il cherchait à s'informer sur un point du rituel maçonnique et ses recherches attiraient l'attention d'un membre éminent du Grand Orient, le marquis de Chef-de-Bien, qui écrivit alors dans une lettre à un ami que l'illuminisme avait fourni les hommes qui poussèrent à la révolte, la dévastation, l'assassinat. Quand Weishaupt mourut en 1830, son ordre était probablement plus fort qu'il l'avait jamais été, mais était sur le point de changer de nom. La même organisation, avec les mêmes buts, devait émerger dans les années 1840 en tant que communisme. La suite de cette histoire appartient au chapitre ultérieur et à ce stade, le présent récit prend congé d'Adam Weishaupt, l'homme dont le nom est identifié pour toujours à l'apparition de la Révolution mondiale en tant qu'idée et ambition permanente, propagée par une organisation permanente de conspirateurs secrets dans tous les pays et n'ayant absolument rien à voir avec le fait de remédier à l'oppression ou l'injustice. Ces mots, elle désirait les aggraver et les perpétuer. Quels que soient ses inspirateurs, quelle que soit la source originelle de sa grande connaissance de la faiblesse humaine, Weishaupt, comme le dit Madame Nesta Webster, ouvrez les guillemets, rassembla dans ses mains les fils de toutes les conspirations et fut en mesure de les tisser ensemble en une gigantesque combinaison pour la destruction de la France et du monde. Au sein de son armée, des hommes de toutes classes et d'opinions les plus diverses furent soudés ensemble par des liens d'infamie qui semblaient aussi forts que ceux de la foi et de l'honneur. Ouvrez les guillemets, l'admirable système de compartiments étanches de Weishaupt les mettait dans l'impossibilité d'avoir connaissance de cette différence, et ils marchaient tous, inconsciemment ou pas, vers le même but. S'il eut de multiples courants de mécontentement auparavant, Weishaupt les fusionna en un seul, avec lui et l'illuminisme.
La vague théorique subversive devint une révolution active. L'état-major fut formé, l'ordre de bataille établi, l'objectif clarifié. Aujourd'hui, presque 200 ans plus tard, la conséquence en est également claire. La révolution mondiale destructrice doit l'emporter sur la chrétienté et l'Occident, les réduisant tous deux en ruine, ou alors elle sera elle-même écrasée et brisée. Il n'y a aujourd'hui pas de troisième solution ou de moyen terme ou de fin différents au conflit révélé en 1786. Les hommes publics de premier plan, tout comme les partisans de la secte, le virent dès le début. Dès 1875, Monseigneur Dillon énonça avec concision ces faits inaltérables. Ouvrez les guillemets, si Weishaupt n'avait pas vécu, la franc-maçonnerie aurait pu cesser d'être un pouvoir après la réaction consécutive à la Révolution française. Il lui donna une forme et un caractère qui lui permirent de survivre à cette réaction, de la stimuler jusqu'à aujourd'hui et qui la feront progresser jusqu'à ce que son conflit ultime avec le christianisme détermine qui, du Christ ou de Satan, régnera finalement sur cette terre. Le présent livre est une étude, ouvrez les guillemets, de la question juive en tant que question la plus importante dans les affaires du monde à l'heure actuelle. Pourtant, le présent chapitre, le plus long jusqu'ici, sur la Révolution mondiale, n'a fait aucune mention de la question juive ou des Juifs. Il y a une raison à cela. 50 ans après la Révolution française, la Révolution mondiale était sous direction judaïste. Mais l'instigation judaïste originelle de la Révolution mondiale, dans sa phase française, ne peut être démontrée. La possibilité reste donc ouverte que la Révolution mondiale n'est pas au départ une entreprise judaïste, mais une entreprise dont la secte dirigeante du judaïsme devint par la suite l'actionnaire principal. Rien de défini ne peut être établi d'une façon ou d'une autre. La dissimulation des pistes est les premiers principes des tactiques révolutionnaires. Apparemment, les Juifs ne prennent pas part, ou très peu, à la conspiration maîtresse, celle de Weishaupt et des Illuminati. Ils jouèrent simplement un rôle proportionnel comme tous les autres acteurs dans la Révolution française. Quant à la première conspiration, l'autorité principale sur ce sujet, Madame Nesta Webster, dit « Il semble que les Juifs n'ait été admis au sein de l'ordre que dans de rares cas. Léopold Angel, un personnage mystérieux qui organisa l'ordre en 1880, va plus loin en déclarant que le recrutement des Juifs était interdit. D'autre part, Mirabeau, un illuminé et révolutionnaire majeur, s'identifia aux exigences et prétentions judaïstes, si bien que toute restriction sur la présence effective de Juifs au sein de l'ordre fut peut-être une méthode de couverture du genre de celle de Weishaupt, considérée comme étant d'une importance suprême. Les meilleures autorités à l'époque reconnurent que les Illuminati étaient les instigateurs de la Révolution et qu'ils comptaient des hommes de tous les pays. Les chevaliers de Malais dit, ouvrez les guillemets, les auteurs de la Révolution ne sont pas davantage français qu'allemands, italiens, anglais, etc. Ils forment une nation particulière qui a pris naissance et a grandi dans l'obscurité, conduit par le Talmud. Les commentaires des commentaires des commentaires des commentaires, au milieu de toutes les nations civilisées, avec pour objet de les soumettre à leur domination. C'est également l'image que les chercheurs d'aujourd'hui tirent d'une étude de la littérature de la Révolution française. Elle diffère entièrement de l'image de la Révolution russe en 1917, à laquelle ces mots ne peuvent s'appliquer. Dans la Révolution française elle-même, en tant que distincte de la conspiration surmentionnée, le rôle joué par les Juifs est assez clair, mais semble avoir été celui d'une incitation au désordre, que le Coran leur attribuait, plutôt que celui d'un contrôle ou d'une direction. À vrai dire, il est souvent difficile de distinguer les Juifs en tant que tels dans les rapports de l'époque, car les auteurs de l'époque ne distinguaient pas comme tels. De plus, la Révolution, dans sa phase française, semblait être comme toute religion et toute nationalité. Dans la phase russe, une fois encore, ce n'était plus le cas. Ainsi, la foule qui apporta des croix et des calices à l'Assemblée révolutionnaire pendant que les églises de Paris étaient consacrées au banquet de la raison, comprenait-elle aussi des Juifs qui fournissent des ornements de la synagogue pour l'étalage de la profanation, aussi au temple de la liberté, un citoyen élevé dans les préjugés de la religion juive, entrepris de prouver que toutes les formes de culte sont des impostures pareillement dégradantes pour l'homme. Alexandre Lambert fit s'exprima alors cette
protestation contre l'esclavage du Talmud. Ouvrez les guillemets. La mauvaise foi citoyen dont la nation juive est accusée ne vient pas d'eux, mais de leurs prêtres, rabbins talmudiques, leur religion qui leur permettrait uniquement de prêter à leurs compatriotes à un taux de 5%, leur dit de prendre tout ce qu'ils peuvent des catholiques et même sanctifié comme une tradition dans nos prières du matin que de solliciter l'aide de Dieu pour prendre un chrétien en défaut. Il y a plus citoyen, et c'est le sommet de l'abomination. Si une erreur est commise dans le commerce entre juifs, on leur ordonne de faire réparation, mais si sur 1000 louis, un chrétien devait en payer 25 de trop, on n'est pas obligé de lui les rendre. Quelle abomination, quelle horreur. Et d'où tout cela vient-il, si ce n'est des rabbins talmudiques sataniques qui a suscité des interdictions contre eux. Nos prêtres, citoyens, puisque tout au monde nous devons renoncer à une religion qui en nous soumettant à des pratiques abétissantes et serviles, nous rend impossible le fait d'être de bons citoyens. Si les juifs sont où que ce soit identifiés en tant que juifs, pas simplement en tant que participants dans les pires actes de la Révolution, c'est par vantardise juive et non une accusation gentille. Par exemple, un auteur tel que M. Léon Kahn se donne du mal pour associer les juifs nommément à l'attaque contre le roi et la religion, et ce 100 ans après les événements. C'est un exemple de l'effort laborieux pour dissimuler les pistes qui peuvent être retracées dans une bonne partie de la littérature judaïte, pour démontrer que rien de tel ne peut arriver dans le monde sauf de la main de Jéhovah, le Talmud, c'est-à-dire des Juifs. M. Léon Kahn ne pouvait apparemment dépeindre la Révolution française en d'autres termes que ceux de Daniel et de Balthazar. N'eût été la Révolution russe, on pourrait oublier M. Léon Kahn. Une fois de plus, c'est l'époque actuelle qui donne à ces descriptions d'événements anciens leur allure de vérité. Durant la période suivant la Révolution française, il semble que les Juifs, par leurs leaders, semblèrent uniquement tirer profit de la situation, comme ils en avaient le droit. Cependant, à la lumière de ce qui s'ensuivit, il est significatif que les Juifs qui en profitèrent furent les Juifs de l'Est, et ceux disséminés partout dans le monde, et que ces convertis au judaïsme non sémites ouvrirent à ce moment-là une première brèche dans les murs de l'Occident. La plupart des Juifs de France étaient séfarades, descendants de ces Juifs espagnols et portugais qui avaient au moins quelques traditions tenues les liant à la Palestine. Tous les handicaps dont ces Juifs établis depuis longtemps souffraient encore prirent fin par le décret de 1790 qui leur accordait tous les droits des citoyens français. En Alsace, une communauté ashkénaze, les Juifs slaves étaient apparus. Ces serviteurs venus de Russie n'étaient pas du tout appréciés, au point que la proposition de leur accorder la citoyenneté provoqua des débats orageux au sein de l'Assemblée révolutionnaire et une insurrection chez les paysans alsaciens. À cette occasion, les avertissements devenus familiers à l'Occident au cours des siècles précédents se firent à nouveau entendre. L'abbé Maury dit aux députés citoyens, ouvrez les guillemets, les Juifs ont traversé 17 siècles sans se mélanger aux autres nations. Voilà le danger. Ils ne doivent pas être persécutés malgré tout. Ils doivent être protégés en tant qu'individus et non en tant que Français, puisqu'ils ne peuvent être citoyens. Quoi que vous fassiez, ils resteront toujours des étrangers parmi nous. L'évêque de Nancy acquiesça. On doit leur accorder protection, sécurité, liberté, mais devrions-nous accepter dans la famille une tribu qui lui est étrangère, qui sans cesse tourne les yeux vers un pays commun, qui aspire à abandonner la terre